1er mai, Journée internationale du travail, état de lieu de l'emploi en RDC. État de siège en Ituri et au Nord Kivu, pour quels résultats? Monsieur et dames, John Chitende reçoit pour vous Norbert Yamba Yamba, expert en développement, et Maître Elinkongolo Kalala, dans Pièce contre pièce, acte 19. Bienvenue. Messieurs et dames, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Pièces contre pièces. Encore une fois, bienvenue à tous et à toute votre fidélité nous honore. À ma gauche, pour la toute première fois, très heureux de recevoir Maître Elinkongolo Kalala. Bienvenue. Merci beaucoup, vous vous sentez bien? Très à l'aise, comme vous le constatez. Sentez-vous à l'aise, hein? Très à l'aise. En face de vous, honoré de la présence, il n'est plus vraiment à présenter. Il s'appelle Monsieur Norbert Yamba Yamba Choukou. Bienvenue pour la deuxième fois dans Pièce contre pièce. Merci pour l'invitation. Merci d'être à côté, en face de mon frère Maître Elinkongolo. On aura l'occasion d'échanger pour se renforcer mutuellement. Un échange républicain, bien dit. Alors, je voulais ouvrir les balles avec Maître Elinkongolo. 1er mai, hein? C'est connu de tous, journée internationale dédiée au travail. Mais si vous étiez demandé de faire une sorte d'évaluation, une sorte de bilan, une sorte d'autopsie de l'univers du travail, du monde de l'emploi en République démocratique du Congo, comment allez-vous le faire? Cher John, encore une fois de plus, merci. Je voudrais également remercier mon cher aîné Norbert Yamba Yamba, pour qui j'ai beaucoup d'estime, en ce sens qu'il est parmi les hommes rares qui incarnent, allais-je dire, des valeurs incontestables, en même justement d'amener ces pays un jour à son développement. Monsieur John, vous posez une question très fondamentale, liée justement au travail. Au travail. Et vous me demandez en termes de sous-question d'en faire une autopsie. Oui, oui. Un état des lieux. C'est un terme médical, transposé justement dans les langages politiques. Oui. Vous avez directement répondu qu'il fallait en faire un état des lieux. Voilà. Mais je voudrais, John, ici rappeler que on ne peut parler d'un travail qui est dans une structure appelée État. État. Oui. Comme je le disais dans mes propos introductifs, j'ai toujours admiré les analyses de mon cher aîné Norbert Yamba Yamba. C'est pour autant dire que je ne suis pas contre les africanistes, mais j'ai toujours estimé que l'État n'a pas été inventé par les Africains. Puisqu'à la base de l'État figure justement la Constitution, qui est la charte constitutive de l'État. À la base de l'État précède la nation. Ça veut dire que les hommes se sont convenus qu'au lieu de continuer de vivre en tribu, en ethnie, nous sommes les Congo, nous sommes les nous sommes les nous. En clan. On se met ensemble. Et le soubassement, c'est cette volonté de vouloir vivre ensemble qui crée justement la nation. La nation. Qui est le noyau dur. Les vouloir vivre commun. Exactement. L'État, c'est la dénomination juridique d'une nation. Mais est-ce que en Afrique et au Congo en particulier, puisque je suis en face d'un africaniste, avons-nous des États au vrai sens du mot, tel que cela a été inventé par l'Occident? Puisque j'ai toujours dit, à la base de chaque invention, il y a toujours un esprit qui milite, qui précède justement, qui incite à ceux qui réfléchissent, comme les philosophes des siècles des Lumières ont eu à réfléchir sur la Constitution, sur l'État. Mais est-ce que cette nation existe encore? Point d'interrogation. Et si elle existait,
pourquoi devons-nous continuer à assister, malheureusement, à nous deux? Vous avez vu quand on a publié ce gouvernement, Sama Condé, les frustrations sont nées de partout. Nous deux, nous ne nous retrouvons pas. Nous deux, nous ne nous retrouvons pas. Oh, ceux qui ont inventé l'État que nous avons transposé en Afrique, et donc les Occidentaux ont inventé cet État à la base, l'essence de la République. Donc bref, on ne peut pas parler du travail parce que nous ne sommes pas dans un État. Maintenant, où est-ce que vous voulez en venir? Maintenant, le travail, c'est un droit constitutionnel. Oui. Donc c'est l'un des droits fondamentaux. Quand vous lisez la Constitution de la République, à son titre deuxième, il y a un bon nombre de droits que les constituants reprend. Le droit à un travail décent, le droit à un logement, le droit à un salaire, les droits aux soins de santé. Mais est-ce que sont-ils des droits programmatoires où nous pouvions passer de la programmation à l'effectivité? Ou ce sont des droits simplement qui ont été conçus mais qui n'ont jamais aux droits vécus? Comment faire pour passer effectivement à l'effectivité de droit? Pourquoi j'ai invoqué la question relative à l'État? Simplement parce que vous êtes d'avis avec moi, John, comme tout autre Congolais, épris de paix et de justice, que cet État congolais a été muselé dans ses entrailles, muselé, absorbé même par les individus. C'est ainsi qu'aujourd'hui, puisque l'État, John, quand nous parlons de l'État du travail, l'État, on ne sait pas le voir. C'est une fiction juridique. Mais on sent justement l'État. On le sent à travers ses prestations. On le sent parce que l'État a été inventé pour répondre et résoudre les problèmes de la communauté. Et les problèmes de la communauté ont été conçus, condensés et mis dans un document qu'on appelle Constitution. C'est-à-dire, est répertorié dans la Constitution. Et la même Constitution vous indique: nous nous sommes acceptés mutuellement de vivre ensemble, voilà nos problèmes, mais comment nous allons les résoudre? Voilà nos valeurs. Mais est-ce que d'abord nos textes constitutionnels reflètent nos vrais problèmes? Voilà où je rejoins les africanistes. Mais puisque déjà au départ, ce texte constitutionnel, qui est l'acte fondateur de l'État, ne reflète pas en l'air c'est nos propres problèmes, nos propres valeurs, nous avons des problèmes justement dans la pratique de faire face, de donner du travail. Notamment les problèmes du travail. Exactement. Pourquoi nous ne pouvons pas donner du travail? Mais simplement parce que nos problèmes n'ont jamais été inventoriés en tant que tels. On s'est limité par exemple de dire que toute personne a droit à un travail décent. Nous avons pris cette disposition qui a été transposée. En fait, c'est du copier-coller, ça. C'est vous qui le dites, n'est-ce pas? Oui. Nous nous sommes contentés de transposer ces dispositions prises chez les autres dans nos propres constitutions. Mais quand les constitutions, puisque la constitution est l'œuvre du constituant originel, du souverain primaire, qui est justement le peuple. Mais quand le peuple vous dit que chaque personne a droit à un travail décent, et que nous sommes dans un état où vous ne pouviez pas comptabiliser autant de chômeurs. Et donc je voudrais dire qu'aujourd'hui, avant de faire l'autopsie, l'état de lieu sur le travail au Congo, nous devons d'abord repenser l'État. Nous devons reconstruire l'État, puisque l'État a été totalement absorbé et muselé. Monsieur Norbert Yamba, panafricaniste que vous êtes, voilà que la question autour du travail nous plonge dans ces débats panafricanistes. Pensez-vous qu'on ne peut pas évoquer ou nous ne sommes pas en mesure de résoudre ces problèmes du travail en République démocratique du Congo parce qu'on a en fait du copier-coller. Nous n'avons pas su identifier nos vrais problèmes. Merci beaucoup. Je suis un peu joyeux de voir quand même que cette nouvelle génération est en train véritablement de se poser des questions questionnantes. Des questions qui appellent d'autres questions parce que la plupart de ces questions n'ont pas de réponse. Vous savez, quand moi je suis le panel de juristes,
lorsqu'ils veulent parler du droit dans notre pays, je les attends. Ils sont dans les romano-germaniques, ils sont dans les gréco-romains, etc. Je ne suis pas très loin de dire que copier-coller. On ne se pose pas la question sur les héritages de nos ancêtres pour dire comment nous on vivait à l'époque, est-ce qu'il y a eu des chômeurs, est-ce que. Ouais. Y a-t-il des chômeurs? Parce que dans nos villages, on peut parler du chaque chômage. famille devrait travailler. Les enfants aussi inclus. Il y a une sorte de division du travail. Personne n'est des chômeurs. Il y a une répartition des rôles. Nous avons vécu 200, 300 000 ans de cette manière de faire les choses. L'Occident est arrivé, croyait avoir un idéal civilisationnel, et puis bon, on a ramené que ce soit les types d'économie, les modèles de droit, etc. Et voilà, nous avons considéré ça comme un modèle mondialisé. Et voilà, les résultats aujourd'hui, c'est catastrophique, etc. Ça nous rattrape. De fêter le 1er mai, encore qu'il faut savoir où est-ce qu'il a été, cette fête a été inventée, décrétée, etc. Et donc voilà, nous sommes là comme des mimétistes. Moutons de Panurge. Voilà. Alors maintenant, si on s'est posé la question pour savoir quelle était notre situation intérieure, comment nous pouvons photographier cette situation et l'adapter par rapport à notre situation aujourd'hui et construire une constitution qui représenterait la vision héritée de nos ancêtres, ça serait quelque chose. J'ai suivi 3 professeurs de droit constitutionnel en train de parler, croyant que seul le modèle importé constituerait une réponse par rapport à notre situation, et ils ne se sont même pas posé la question, pendant tout ce temps que nous avons appliqué le modèle importé, quels sont les résultats? Cette question n'a pas été posée, et chacun a voulu démontrer sa capacité d'avoir mémorisé naturellement le droit gréco-romain. Nous avons un problème réel. Et quand j'écoute cette nouvelle génération qui veut aller vers la reconquête de ce qu'arrêtaient les héritages de nos ancêtres pour savoir quel était l'ordre social, comment les gens géraient la pauvreté à l'époque, comment les gens étaient organisés, qui était déclaré chômeur, etc. Ça sera un bon bonissement, ça sera le début du commencement. Parce qu'avant que l'Occident ne vienne imposer son système, nos ancêtres avaient vécu, je disais, 200 à 300 000 ans. Il y avait un ordre social, il y avait du droit, il y avait des règles qui régentaient la société. Il y avait un ordre économique, la répartition des rôles dans chaque famille, personne n'était chômeur. Il y avait un ordre social au niveau de la répartition des dividendes. Il y avait un ordre également culturel, etc. Nous avons vécu même la puissance scientifique. Aujourd'hui, sincèrement, des gens qui ont cru détenir l'idéal civilisationnel, qui nous imposaient leur système, nous ont apporté tellement des innovations qui ne sont pas en concordance avec les valeurs qui sont les nôtres. Et voilà, même un arbre sans racines, fut-il les baobabs, il tombe. Nous sommes tombés parce que nous sommes déracinés, nous sommes désintégrés de nos valeurs. Quand cela ne tienne par rapport à cette culture importée, bon, il y a eu une constitution, je crois que mon co-débatteur l'a dit, cette constitution prévoit une disposition qui garantit le travail. Un travail décent. Et bon, ce travail, il est à la fois public et privé. Le travail public, c'est que comment la société organise les différentes institutions qui répondent aux vrais besoins de la population. Et ces institutions ont des personnes physiques, ont des ressources physiques, ont des ressources matérielles, financières, etc. Et ces institutions, pour la plupart, ne sont pas des usines de production, malheureusement. Ces institutions sont des institutions administratives. Quelqu'un disait, et ça me fait toujours rire, c'est René Dumont, il dit, les Africains, au lieu de créer des richesses, au lieu de créer des usines de production qui produisent des richesses, et ces richesses peuvent être réaffectées pour créer des entreprises, pour créer des institutions ou des services, et donc les Africains préfèrent créer des services administratifs, croyant que c'était la production. Et donc, les institutions publiques
deviennent véritablement des budgets tiroirs. Mais ces institutions sont limitées. Vous avez 5 millions de personnes aujourd'hui. En 2050, on sera à 220 millions. En 2100, nous aurons à 400 et demi des millions de personnes. Avec 100 millions, on est incapable d'absorber les gens. Au niveau de l'entrepreneuriat, on n'en parle pas. La classe moyenne a complètement disparu. Les quelques rares sont des sociétés qui viennent, n'est-ce pas, de l'Occident ou de l'Orient. Parce qu'on regarde aujourd'hui, il n'y a pas que les Européens, il y a aussi les Asiatiques, etc., qui créent des sociétés, qui visiblement auraient pu absorber le chômage, mais qui visiblement engloutissent les gens dans la pauvreté la plus abjecte. Avilissent même les Congolais. Bien entendu. Et donc, la question du travail, qui a pu résoudre le problème en termes de la production de richesses pour permettre les allocations rationnelles et permettre aux gens de mieux vivre. Le travail n'est plus celui que l'on souhaite, ce que nous faisions à l'époque. Parce qu'à l'époque de nos ancêtres, il n'y avait pas de famine dans la famille. Parce que tout le monde, même les enfants, avaient leur rôle à jouer. On ramenait le butin à la maison et on savait véritablement manger. Oui, et aujourd'hui, c'est très grave. Vous êtes salarié, vous allez au boulot du matin au soir, etc. Et vous ramenez 50 ou 100 000 francs. Non seulement vous êtes incapable de payer la maison, vous ne pouvez pas nourrir les enfants deviennent des personnes libres, on ne peut pas les éduquer parce qu'ils reçoivent l'éducation de la rue, etc. Donc, la question du travail, c'est une question très importante aujourd'hui. Et moi, j'ai toujours pensé que tant qu'on n'aura pas compris comment le travail peut devenir véritablement le socle de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, on n'ira nulle part. Et pour que le travail devienne la source de prospérité, eh bien, il faut savoir identifier nos différentes ressources naturelles, ce que Dieu nous a donné comme potentialité. À ce moment-là, on se dit, parce que nous avons le cuivre, parce que nous avons le cacao, parce que nous avons les soya, etc., nous faisons quoi pour produire les soya, transformer les soya, commercialiser les soya? Là, on crée une chaîne de valeur ajoutée. À la production, on engage les gens trouvent du travail, parce qu'il y a une industrialisation à la base. Et puis, à la transformation, on engage encore des personnes qui trouvent de leur travail. Et à la commercialisation, on engage. Il y a une chaîne de valeur ajoutée qui permet de pouvoir engager, n'est-ce pas, les Congolais. À ce moment-là, la première phase produit des richesses. Ces richesses vont sur le marché. Les gens payent les taxes. Non seulement les taxes en termes de production, mais ceux qui sont engagés payent également des impôts, payent également des taxes, etc. La caisse de l'État est garnie. À ce moment-là, l'État commence à bien payer ceux qui seront engagés dans l'administration publique. Alors aujourd'hui, ces différentes étapes ne sont pas démises. Ceux qui travaillent à l'administration publique sont dans la grève permanente. Il y en a ceux qui ont fait 10 mois, 12 mois, personne ne va au travail, mais ils réclament le salaire, etc. Effectivement, parce que même celui qui les embauche n'est pas en mesure véritablement de contrôler, parce que lui, il n'a même pas de moyens, il s'en fout éperdument, il n'a même pas le cœur dans l'ouvrage, etc. Et donc, on est dans cette situation-là qu'il faut rénover le travail, mais rénover le travail suppose, c'est interroger ce qu'a été l'héritage de nos ancêtres et savoir concevoir, théoriser et moderniser un processus qui permette véritablement d'avoir un travail qui occupe tout le monde. Sinon, ça risque d'être un danger public. Lorsqu'on est en Occident, si vous travaillez et que vous n'êtes pas payé, il y a des grèves qui anéantissent naturellement toute la société. Est-ce que nous, aujourd'hui, avec 100 millions de personnes, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir payer tout le monde? Beaucoup de gens, vous savez, à la veille des élections de 2018, je vais laisser la parole à mon co-débatteur. Écoutez, on avait 800 000 fonctionnaires de l'État. Pour des raisons électoralistes, chaque politicien devrait présenter un groupe de personnes dans son village pour qu'effectivement il puisse avoir le matricule. On a tout généralisé. On est parti de 800 à 1 million
800 000 travailleurs. Merci Norbert. Où on n'avait même pas où les payer. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il y a des gens qui sont matriculés, mais qui, visiblement, qui ne sont pas toujours payés. Qui ne sont pas payés. Il y a même des gens qui ont été embauchés, qui sont de nouvelles unités, mais qui n'ont même pas de primes, etc. Et il y en a même ceux qui n'ont même pas de matricules, et parce qu'il fallait sélectionner par rapport aux alliances tribalo-régionalistes, il y en a ceux qui sont payés, mais n'ont même pas fait longtemps. Voilà. Elie Kongolo, vous avez religieusement suivi M. Norbert Yamba, mais on évolue. Hein. Vous pouvez certes réagir, mais nous remarquons que le tableau est vraiment sombre. Mais un autre point d'actualité, c'est les couvre-feux décrétés ou déclarés par le président de la République, parce qu'il l'avait promis qu'il va trouver des mesures idoines pour mettre fin à cette insécurité qui semble avoir élu domicile depuis des lustres dans cette partie de la République. Mais il faut dire déjà que ça fait débat. Cette mesure est diversement interprétée. Pensez-vous que c'était la bonne mesure à prendre? C'était la mesure idoine, la mieux indiquée, et même c'était une mesure opportune? Elie Kongolo. Monsieur John, bon, pas en termes de réaction. Oui. Je me réalise qu'à partir des analyses et la démonstration faite par mon aîné Norbert Yamba, on tombe dans une sorte, c'est-à-dire ce qu'il a appelé du mimétisme, dans une sorte d'irrémorquisme justement aveugle, au point qu'il venait de décrire tout à l'heure la situation des fonctionnaires, des administratifs. Mais John, l'administration, c'est l'État même, au sens moderne. C'est le cœur de l'État. Au-delà même du fait, comme il est décrit, que nous avions justement tourné les dos à nos valeurs et que nous sommes allés vers les autres, vers leurs valeurs. Mais nous nous sommes contentés, comme je le disais, de prendre simplement ce qui a été écrit, mais tout en oubliant l'esprit avec lequel, n'est-ce pas, ce qui a écrit fonctionne ailleurs. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à chaque le 1er mai, vous avez des manifestations, on rassemble ces fonctionnaires qui sont totalement affamés dans des tribunes. Vous avez des beaux discours, comme il a dit, mais tous ces gens incapables, justement, même de se faire soigner eux-mêmes, pour ne pas parler de leur famille. Incapable, justement, vous avez quelqu'un qui vous travaille, mais incapable d'avoir un pain, incapable de couvrir le 2 bouts du mois. Est-ce que le travail peut avoir encore un sens? Il doit cumuler d'autres travaux par-ci, par-là. Au départ, j'ai estimé que puisque nous avons tourné les dos à ce qu'on pouvait avoir comme valeur, que nous sommes allés vers l'Occident, mais faisons des choses, puisque les choses que nous avons imitées ont été inventées sur base des réflexions profondes, sur base des idées, sur base des inspirations. Mais prenons aussi ces idées, prenons ces inspirations, amenez-les, transposez-les et fusionnons avec les textes. Comment justement partir de la théorie vers la pratique ou de la théorie vers l'empirisme constitutionnel, s'il faut me ramener dans le domaine du droit constitutionnel. Et c'est ça même la problématique de ma thèse en passant, John. Et donc, nous sommes dans une situation qui ne dit pas son nom, dont on ne sait pas jusqu'à quand on peut penser des choses autrement. Et c'est ainsi que j'ai toujours soutenu que l'Afrique dans son ensemble, et le Congo en particulier, est vraiment un territoire à la recherche d'État. Puisque l'État au vrai sens du mot, tel qu'il a été inventé par ce père, par ses inspirateurs, est loin d'être une réalité en Afrique. Alors pour répondre à votre deuxième question, vous avez parlé du couvre-feu. Non, d'état de siège. Exactement, j'ai compris que vous étiez en train de faire allusion à l'état de siège. Ok. Et vous allez même plus loin pour dire, mais ça commence à faire débat, ça pose des problèmes, alors que c'est une mesure qui a été déclarée et décrétée par le président de la République. Je voudrais d'abord, avant d'aborder cette question, ouvrir une parenthèse. J'ai l'impression, et c'est ça notre malheur, qu'aujourd'hui, le chef de l'État, qui est les Congolais, qui est les constitutions originaires, qui est les rédacteurs de la Constitution, entre guillemets, a placé dans la Constitution ne pas le même que le chef de l'État dont les Congolais
ont justement besoin. Puisque quand vous prenez la Constitution de la République, vous prenez les attributions très rapidement du président de la République, et vous prenez les revendications des Congolais, n'est-ce pas? Dans l'ensemble, à travers le président de la République, vous allez aussitôt vous rendre compte que le président de la République de la Constitution est différent de celui que les Congolais sont à la recherche ou que les Congolais veulent. C'est encore la problématique. Donc vous avez l'impression que les Congolais veulent d'une chose et son contraire en même temps. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une sorte... C'est-à-dire les Congolais n'ont pas pu intérioriser la Constitution, ce qui n'est pas de leur faute, puisque cette Constitution, effectivement, ne reflète pas en réalité les valeurs fondamentales. Les aspirations, elle n'est pas le reflet justement de ce que les Congolais cherchent. Voyez-vous? Maintenant, nous avons tout en train dit, tu es un journaliste de terrain ici, mais qui n'a pas crié? Est, on tue, on massacre. Tshisekedi arrive au pouvoir. Donc il prend des initiatives. À un certain moment, il se propose, même il va plus loin, il prend des ordonnances, entre autres la mise en place dans l'armée. Les voix s'élèvent de partis. Je me rappelle, pour ne pas peut-être citer certains politiciens, il faut le rentre de l'Europe où il était, jusqu'à la place Saint-Germain. Dire à ses adeptes qu'il aurait appris justement à interpréter la Constitution. Puisque pour interpréter la Constitution, il faut avoir été justement aussi initié. Non, il y a une violation de la Constitution. Il y a une violation de la Constitution. Simplement parce que Tshisekedi tenait à mettre un peu de l'ordre justement, surtout dans ce secteur de l'armée. Puisque tenez John, un État qui a une armée faible, comme la nôtre, qui a été infiltrée jusqu'à la moelle épinière, cette armée a été totalement détruite. Mais c'est la même armée, c'est la même armée dont on veut renforcer la présence en instaurant cet état de siège. C'est ça, c'est ça le problème. Il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. C'est la même armée. Il y a un travail de fond qui est en train d'être fait, John, puisque les problèmes ont été identifiés. Ce n'est pas cette armée qui nous a manqué justement, mais l'armée a été infiltrée, elle a été détruite. Nous avons la seule armée au monde qui a à son sein 90% des officiers. Et vous avez 1,9% des jeunes gens qui se battent au front, mais qui sont de temps en temps... Donc bref, c'est une mesure idoine et opportune. Et donc, c'est constitutionnel. Oui, constitutionnel, oui. Et la Constitution, mais est-elle opportune? Comme je l'ai toujours dit, oui, que c'est un ensemble dans un tout. Il suffit de lire les articles 119, 83, 85, 69 et bien d'autres articles de la Constitution. Vous comprendrez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est presque la clé de voûte de notre système. Oui, c'est sa compétence. Actuelle. Mais pourquoi avoir pris cette mesure plutôt qu'une autre? Et quand on dit que le président de la République est le commandant suprême des forces armées, comme je le disais avant peut-être cette émission, ça ne veut pas dire que le chef de l'État doit personnaliser l'armée, puisque l'armée elle est républicaine, c'est dit dans la Constitution. Les Congolais eux-mêmes ont doté des missions déterminées à cette armée, entre autres de sécuriser l'intégrité territoriale. Maintenant, ceux qui sont à l'est de la République, qui incitent les jeunes gens, des enfants de mineurs que je vis, qui les envoient dans la rue pour réclamer par exemple la présence du président de la République, ça pose un problème. J'aurais pu peut-être comprendre que nos compatriotes réclament la présence de militaires sur terrain, puisque cette armée n'appartient pas à Félix Tshisekedi, c'est une armée républicaine. Mais en tant que garant de l'intégrité territoriale, nous sommes à l'est de la République où il y a des tueries. Et ces gens-là, quand ils entrent, ils tuent John. C'est comme en pleine ville de Kinshasa ici, les gens vous entrent, ils vous tuent, et quelques minutes après, ils disparaissent dans la nature. C'est pour dire que ces gens sont hébergés. Mais la parole doit tourner de l'efficacité de cette mesure, couvre-feu. Oui, ça change quoi fondamentalement? Cette zone qui pose problème aujourd'hui, où l'ennemi circule librement, en complicité avec certains officiers, cette zone doit être militarisée. Mais elle était déjà militarisée. Pas du tout, John. Elle n'a pas été militarisée. Et à partir de cette mesure de l'état de siège, l'administration sera militarisée. On va justement changer la chaîne des commandements, puisqu'il ne faut pas que cet état de siège soit décrété et qu'on continue à laisser les mêmes militaires qui sont sur le terrain
alors que les constituants demandent à ces militaires d'obéir au commandant suprême qui est l'autorité. Mais l'ordonnance Il faut- présidentielle devait accompagner cet état de siège traîne encore. On ne sait Oui, pas mais pourquoi. pourra justement déterminer Ouais. en détail quelles sont les libertés publiques qui vont devoir subir de certaines restrictions et dans la pratique, Non, comment ça va devoir se passer État de exactement. siège. État de siège. Pensez-vous que c'était la mesure appropriée, la mesure efficace, la mesure, je dirais, la réplique à la hauteur des enjeux à l'Est? Merci, mais je voudrais quand même saluer Maître Elie, là, qui m'a fait qui a largué une petite information assez intéressante sur sa thèse. Oui. Sur sa thèse. Et moi, j'ai dit, ok, ça y est. Mais Maître Elie, on doit faire beaucoup d'attention parce que beaucoup de vos aînés ont produit des thèses à l'occidental. Des thèses qui sont des formalités d'usage. Des thèses, même après 1000 ans, ça ne va pas nous aider à quoi que ce soit. Et j'ai beaucoup aimé la pertinence de votre réflexion en disant, mais, dans notre constitution, quelle est la part de nos valeurs intrinsèques? Je pense que si on commence déjà à se poser cette question, on aura fait un bon bonissement. C'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais également revenir sur la notion de l'État. C'est une notion qui relève véritablement de la littérature occidentale. Leur idéal civilisationnel, leur modèle de société, leur paradigme. Mais avant qu'ils ne viennent, que nous puissions importer la République, qui est une donne importée, nous avons fonctionné également, Maître Elie. Nous avions des empires. Bien organisé. Nous avions des empires, nous avons des royaumes. Et l'Afrique à son temps, avant qu'elle ne soit saucissonnée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique, était une confédération des royautés. Dans cette confédération des royautés, il y a eu des compartimentalisés avec des empires et compagnie, etc. Et maître, tant qu'on n'aura pas fait des recherches dans l'essence de savoir comment nous avons survécu pendant des millénaires, avec un modèle d'organisation politique qu'on peut ne pas appeler État, mais qui a existé, comment nous, scientifiques, nous pouvons nous inspirer véritablement de cette organisation pour la théoriser et la moderniser pour qu'elle soit au diapason des besoins que nous avons pour l'instant, de manière que nous puissions compétir sur le plan international. Si nous ne faisons pas cet exercice et que nous répétons et nous récitons à longueur de journée toutes les théories qui ont été déjà inventées, agrippant sur les idées des autres, on n'aura pas servi véritablement notre société. Quand cela ne tienne, je vois que vous commencez déjà à vous poser ces questions. Et même les juristes, c'est déjà un pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Alors pour revenir à l'état des sièges, ça fait débat. Ça fait un débat. Diversement interprété. Diversement interprété parce qu'il y a un problème. Vous savez, les latinistes disent « ignoti ni la cupido ». Celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Maître vous l'a démontré. C'est combien de temps cette guerre de l'Est? Depuis des années. John, moi j'étais à l'Est. J'ai vécu même plus de 3 ans. Et je connais ce que cela représente. La guerre de l'Est a duré, va durer. Va durer. Si on est dans la guerre, on est dans la guerre. La Constitution, la fameuse Constitution importée, donne un certain nombre de prérogatives au président de la République. Mais n'oubliez pas que cette situation de l'Est est une convergence d'intérêts. Vous avez les vautours internationaux qui cherchent les minéraux, surtout qu'aujourd'hui, on a besoin de lutter contre les changements climatiques, il faut des minéraux de prédilection stratégique. Et on trouve 80% des réserves de minéraux, de coltan, colombo-tantalite à l'Est. L'or, manganèse, cassitérite, c'est ce qui fait les affaires, c'est ce qui fait la récurrence. Les multinationales sont en recherche, pratiquement, d'augmenter leurs revenus.
Mais ils trouvent des amis, ils trouvent des courtiers, ils trouvent des intendants, ils trouvent des sous-traitants dans la sous-région. Oui. Des sous-traitants dans la sous-région. Et ce sont nos voisins. On peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Et nous sommes obligés, naturellement, de faire avec. Et au-delà des sous-traitants de la sous-région, nous avons également des complices internes. Il faut être à Goma, il faut être à Boutémo, il faut être à Béni. J'y étais. Vous ne trouvez pas la vie ici, mais quand vous arrivez là-bas, vous n'avez même pas une idée. Tout simplement parce qu'il y a une sorte de complicité interne. Il y a des gens qui sont en Kinshasa, qui visiblement... Les tireurs des ficelles. Sont en train de jouir au travers ce qui se passe. Alors le président de la République construit un agenda à 3 paliers. Le palier international, ce qu'il a amené à faire, à se balader dans le monde. Pas à se balader, à aller véritablement rencontrer ceux qui sont des problèmes dans la recherche de solutions. Et ce sont les multinationales. Vous l'avez vu se promener en Europe et aux États-Unis. Il a rencontré les milliardaires parce que la plupart d'entre eux font partie des gens qui financent l'argent pour avoir ces minéraux de prédilection. Et vous avez vu le président plusieurs fois. On a même dit qu'il faisait allégeance au Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est un pays frontalier qui a beaucoup joué dans cette question. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de monter l'usine de raffinage de coltan. Aujourd'hui, le Rwanda a une usine de production de gaz à partir de gaz méthane du lac Kivu. Il faut discuter avec eux. Écoutez, quand vous allez en Ouganda, il y a une usine de transformation de l'or. Mais il faut aller à Kibali. Il faut aller à Kibali. En difficulté. Eh bien voilà, donc nous ne voyons pas. Et regardez quelle est la quantité de revenus de cette exploitation dans les produits intérieurs bruts. C'est ça, mon ami. Alors, si vous n'avez pas de l'intelligence politique, si vous n'avez pas un feeling politique, vous ne pouvez pas vous en sortir. On a tenté, première décision. On dit non, il y avait 11 000 militaires, augmentant le nombre de militaires. Et le président de la République va augmenter de 11 à 21 000. Résultat maigre. Il n'y a pas que ça. Il faut tout faire pour avoir des armes à feu. Parce qu'on sortait naturellement de l'embargo, etc. Il n'y a pas que ça. On dit non, mais il faut changer les états-majors. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait. La chaîne des commandements. Mais on a touché, n'est-ce pas, ces bandes armées, n'est-ce pas, au cœur de leur action. Les gens ne comptabilisent pas toutes ces évolutions, mais c'était une guerre non conventionnelle. Et il y a des... Atypique. Ça arrive, atypique, bien entendu. Ça n'arrive toujours pas, parce que certes, la dose, le volume a diminué, mais ça continue. Bien qu'on ait des contacts avec tous les protagonistes à travers cette question. Alors, dis-moi, comme ça continue, comme il y a récurrence, entre-temps, nous avons l'ancienne administration. Cette administration dirigée par des civils, qui n'ont pas la tactique de guerre, qui ne sont pas impliqués naturellement au front, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Constitution lui donne cette prérogative. Écoutez, désigner des hommes et des femmes qui sont des militaires. Et pour qu'ils s'occupent également même de l'administration. Ils auront double fonction. À la fois, surveiller la guerre et prendre... Mais l'efficacité de cette mesure n'est pas garantie. Mais vous allez évaluer l'efficacité au moment où la chose n'est même pas encore opérationnelle. Écoutez, moi, parce que ce sont les mêmes militaires... Mais on est dans un processus de planification. Qui sont plongés dans des magouilles avec les mêmes... Vous avez posé la question à mon frère ici. Est-ce que l'ordonnance est même sortie? L'ordonnance n'est pas encore là. Bientôt... Mais ça traîne parce que le chef de l'État réalise que la mesure n'était pas si évidente. Non, regarde, John. Lorsque la société a généralisé l'émotion toxique, cette société ne va pas avancer. Si on n'a pas la capacité de pouvoir gérer nos émotions toxiques, pour tomber dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque, où tout le monde se comporte comme des adolescents retardés, et on n'ira nulle part. Je crois qu'il n'y a pas dans l'histoire de notre pays, d'avoir un président de la République aussi engagé, ayant le cœur dans l'ouvrage, pour rechercher des solutions, parfois accepter l'humiliation, dans des tactiques diplomatiques incroyables. Non, mon ami. Mais lorsque vous voulez démarrer quelque chose,
il faut une planification. Et dans la planification, on prévoit un chronogramme. Première chose, ordonnance. Deuxième chose, nomination des chefs militaires. Troisième chose, approvisionnement. Quatrième chose, changement des militaires. Et enfin les résultats. Et bien voilà le résultat. Donc vous voulez à la fois qu'on annonce, au même moment qu'on trouve solution. Mais non, sinon on n'aurait pas pu prononcer toutes ces choses-là. Donc disons que sincèrement, les Congolais, vous savez, et c'est comme ça que les francophones n'ont pas l'air d'avancer parce qu'ils sont trop émotionnels. Regardez un peu même l'Afrique, les anglo-saxons, ils savent gérer les émotions. Et ils sont en train d'avancer. Et raison pour laquelle, quand vous regardez en Afrique centrale, certainement que tous les pays sont les mêmes, et tous les pays fonctionnent de la même manière, et on n'avance pas simplement parce que les populations n'ont pas la croissance des lucidités pour anticiper, pour comprendre les événements, tenir la torche, éclairer l'avenir. Avec des hommes politiques qui visiblement sont des pseudo-chercheurs politisés. Tu vois? Donc on n'a pas besoin de ça. Et le président de la République, c'est un visionnaire. Je m'excuse beaucoup, peut-être qu'on va interpréter pour dire qu'en bas fait le Djalelo, etc. Mais bon, c'est un monsieur que je connais un peu, mais c'est aussi un monsieur qui est un peu honnête. Toutes les générations de notre pays sont brûlées. Même la génération de Maître Elie ici, actuellement. Vous allez voir vraiment que même la jeunesse, on n'a pas des pieds sur terre. Tout le monde est dans l'immoralité incroyable. Mais le président de la République fait un effort. Mais le pays est si grand. C'est une grande étendue. Le temps de prendre une décision. Le temps de ramifier la décision pour que ça arrive en décision. Déjà on critique. Et Kabila père disait, et je termine par là, oui, que nous avons des guerres. Il y a la guerre physique contre les ennemis qui attaquent notre pays. Mais il y a aussi la guerre des habitudes et des pratiques que nous avons consommées pendant plusieurs années. Mais ça s'appelle des séquelles manchémologiques. Et ça, la cellule chargée des changements de mentalité doit beaucoup travailler. Maître Elie Kongolo, une réaction, mais j'aimerais aussi qu'on parle du rôle de la MONUSCO dans cette histoire. Et puis dans la foulée, les lycéens, les écoliers, qui ne juraient que par la paix et qui avaient assiégé, entre guillemets, la mairie, ont été dispersés avec des gaz lacrymogènes, les enfants ont été gazés, des scènes horribles. Votre lecture? John, ces enfants ont le droit, oui, d'être encadrés, d'étudier dans la paix, d'être préparés à un avenir meilleur, ou pour un avenir meilleur. Je ne peux pas concevoir un seul instant, John, et que même vous à la place, ou à ma place, que vous puissiez permettre à votre enfant, âgé de moins de 10 ans, de 5 ans, 6 ans, d'aller dans la rue pour réclamer la paix. Mais si cet enfant ne sait pas étudier, ne sait pas retrouver les chemins de l'école, qu'est fait? John, je vous ai dit que ces enfants ont de droits. Mais puisque nous sommes dans un État, l'État a l'obligation, et dans l'obligation justement, non seulement de sécuriser ces enfants-là, mais de sécuriser des personnes et de leurs biens, y compris les enfants. Mais fallait-il les disperser par coup de gaz lacrymogène? C'est ça le problème. John, pendant 18 ans, ces enfants étaient où pour aller dans la rue? Mon aîné Yamba Yamba vient de vous faire une démonstration. Mais il y a toujours un début à tout. Qui démontre qu'effectivement, mais pourquoi ça doit venir seulement au moment où il y a quand même un début d'une volonté manifeste de faire changer les choses et de faire avancer des choses. Je vais vous donner un exemple très banal, John. Aujourd'hui, oui, puisque peut-être tout est tourné vers le président de la République, comme je le disais, c'est encore peut-être une raison de plus de regarder en arrière pour voir comment on considérait peut-être les chefs dans l'Afrique traditionnelle. Puisque les Congolais veulent être en face d'un chef puissant, à même de tout résoudre. Mais nous sommes allés vers les autres qui ont limité justement le pouvoir, qui ont encadré le pouvoir, qui l'ont limité,
qui ont limité les attributions des uns des autres. Alors que les Congolais, dans l'air mental, dans ce qu'ils font, ces enfants auraient dit, je vous ai dit ici dans mes propos introductifs, que ces enfants et ceux qui les ont envoyés dans la rue auraient dû demander la présence de militaires de l'armée, puisque l'armée républicaine... Non, il demandait entre autres la présence du chef de l'État dans cette partie de la République. C'est une dérive. C'était une promesse du chef lui-même. C'est une dérive. Mais le chef de l'État, le président de la République actuelle, a été à plus d'une fois à l'est de la République. Ces enfants n'ont pas été dans la rue pour réclamer sa présence à l'est de la République. Il a été à l'est de la République. Donc bref, ils ont été manipulés. Ils ont été manipulés. Vous le savez. Oui. Et vous pensez que ces enfants, de leur propre initiative, pouvaient se permettre justement d'aller envahir la mairie? Donc vous les prenez pour des idiots? Ce n'est pas pour autant dire... Ils sont idiots? Ce n'est pas pour autant dire, John, que nous avions applaudi ces gaz lacrymogènes sur des enfants. Ça, non. Mais il ne faut pas. Vous avez parlé des tireurs de ficelles ici. Et mon vieux Norbert Yamba Yamba vous a démontré que les tireurs de ficelles sont non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Je vous ai dit ici, John, qui a béni. Les ADF entrent. Encore faudrait-il que ça soit réellement des ADF. Ils vous entrent en plein centre-ville. Ils les tuent, ils massacrent. Ils les ramènent même avec eux. On vous dit ils ont ramené autant de vaches en plein centre-ville. Et à la minute même, ils disparaissent dans la nature. Vous voudrez dire qu'il n'y a pas un sérieux problème à l'interne. Mais quand le président Félix Tshisekedi arrive, il prend tous ses contacts nécessaires, là, John. Il prend la mesure de la situation. Il décrète cet état de siège. Que tout le monde attend réclamer. Parce que le média... Non, les gens ont réclamé la paix, pas l'état de siège. Oui, mais la paix a un prix, John. La paix a un prix. Et ceux qui contestent, vous savez les arguments qu'ils avancent pendant cet état de siège, certaines libertés comme la liberté de manifestation, mais il y a un problème. Vous voudrez continuer à marcher, alors vous marchez pour qu'il y ait des solutions, ou vous marchez pour marcher, ou vous marchez puisque vous avez des intérêts obscurs à atteindre. Alors, la MONUSCO, justement pour interpeller. La MONUSCO des fois aussi est trop indexée, on l'accuse d'inaction, d'aphonie. Estimez-vous qu'on doit la garder en République démocratique du Congo? Pas ses enfants réclamer aussi, entre autres, le départ de la MONUSCO. John, la MONUSCO, elle ne peut pas se substituer à l'armée congolaise. Sinon, nous ne sommes pas un État. Puisqu'un État ne peut pas fonctionner en tâtonnant, John. C'est comme un être humain. Soit vous vivez, ou soit vous ne vivez. Vous ne pouvez pas faire semblant de vivre. La MONUSCO vient en appui. Et il y a des accords qui ont été conclus justement avec cette mission onusienne. Mais je suis des Congolais qui ont justement estimé à un certain moment que la MONUSCO a montré ses limites. Au-delà des limites. Oui. Et que la MONUSCO était pour quelque chose. Puisqu'à un certain moment, il y a même des rapports, John, qui attestent noir sur blanc que certains véhicules de la MONUSCO ont été surpris. Mon aîné vous a parlé de minéraux stratégiques ici, avec 2 minéraux. Mais qu'aujourd'hui, le président de la République, comme toutes les institutions de la République, puisqu'aujourd'hui vous avez quand même un parlement où les députés peuvent réfléchir. Vous avez quand même un gouvernement où un ministre peut réfléchir sans regarder derrière. Où les députés peuvent réfléchir, peuvent contrôler l'action gouvernementale. Si nous étions dans un pays des hommes qui se respectent, John, on s'en prendrait au Parlement, plutôt peut-être qu'à l'exécutif. Puisque ce Parlement a la noble mission constitutionnelle de contrôler l'action gouvernementale. Merci, en tant que représentant de notre Je reviens à pays. vous pour la conclusion. Il est temps d'avoir M. Norbert Yamba Yamba. Cette histoire d'enfants gazés à Béni, ça vous a scandalisé aussi? Non, il faudrait pas quand même que nous puissions vilipender les uns les autres, etc. Oui. Je crois que Maître qui est là a donné un certain nombre de droits, des obligations des citoyens qui sont reconnus dans la Constitution.
Et la liberté de manifester, la liberté d'expression, ce sont des libertés qui sont reconnues à tout Congolais qui se réclame copropriétaire de la République. Lorsque l'action politique, l'action publique est présumée défaillante, les citoyens peuvent poser des questions à l'autorité, peuvent manifester, peuvent rédiger des rapports, peuvent faire des sit-ins, faire des conférences de presse, etc. Ça va et ça rentre dans les différentes stratégies modernes de la gestion républicaine. Maintenant, posons-nous la question sur l'opportunité et le moment. Est-ce qu'aujourd'hui, dès lors qu'on voit l'engagement, la détermination des autorités actuelles, notamment du président de la République, pour amener la paix, faut-il véritablement envoyer des enfants assiéger actuellement la mairie? Oui. Là aussi, il y a un problème. Parce qu'ils disent que non, nous ne pouvons quitter ici que lorsque... Nous verrons les présidents de la République. Nous verrons les présidents de la République et que la paix revienne, s'il te plaît. Mais le président de la République peut bien partir aujourd'hui. Il en a fait plusieurs fois. Et pour faire quoi? Non, mais il l'a promis. Excusez. Oui. Il a promis. Ça veut dire qu'il doit aller prendre les armes et se battre, ou il doit prendre des dispositions. Quand vous voyez, il a des contacts avec les Kenyans. Quand il a des contacts avec la France, il est en train de requinquer l'armée. Il est en train de remodeler les états-majors. Il est en train d'acheter véritablement le matériel sophistiqué. Vous voyez même des avions de l'air. Donc il doit aller simplement là-bas pour dire, écoutez, chantons, dansons, ou alors il faut des mesures. Non, mon cher ami. Même si, et c'est ça justement, j'étais avec Marcel Liao, paix à son âme, professeur, je l'ai accompagné à Mbandaka, au début de l'IDPS à 90. Les grands constitutionnalistes. Bien entendu. Et on s'est retrouvés en Mbandaka. Il devait tenir une conférence. Et puis, les gens étaient pleins. Mais à côté, même sur les arbres, il y avait des gens de Mbandaka, etc. Je me suis dit beaucoup, c'est une histoire vraie. Moi-même, c'est moi qui étais modérateur. Et quand le professeur a commencé à enseigner que la démocratie, elle est très utile, Mobutu a détruit le pays, etc., les gens qui étaient dehors, qui étaient des Mobutistes, ont commencé à l'insulter. Liao, toi tu es rien là, Mobutu te dépasse. Vous vous rappelez du soldat Yamokolo à l'Ikibango? Et le professeur Liao dit, Norbert Yamba, faut-il se battre pour le compte des gens qui n'ont pas d'âme? Je suis ici, il n'y a pas de route, il n'y a pas de bâtiments administratifs, il n'y a rien. Les gens n'ont pas de travail, ils mangent difficilement. Nous sommes en train de vouloir construire un État. Il crie Yamukolo à l'équipe. Et Yamukolo qui a détruit, il y a l'équipe Bisso. Et on m'injurie même physiquement. Et je pose encore la question, faut-il lutter pour les gens qui n'ont pas d'âme? Les gens qui ne comprennent rien? Moi je dis, professeur, vous luttez là, c'est parce qu'ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas compris. S'ils avaient compris, ils auraient pu lutter seuls. Vous devez travailler pour qu'eux-mêmes prennent les responsabilités, qui peuvent se battre à tout moment lorsqu'il y a un problème. Ah, il dit non, mais tu as été sage. Bon, continuons le combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que, regardez, la guerre à l'Est, depuis que l'AFDL est arrivée dans ce pays, ça fait combien d'années? Une vingtaine d'années. Une vingtaine. Et alors? Et alors, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? C'est aujourd'hui et maintenant qu'on doit changer la situation? Est-ce qu'il n'y a pas de stratégies innovantes qui peuvent arrêter véritablement le cycle? Et au moment où on est en train de travailler pour arrêter le cycle, ce sont les mêmes personnes-là qui ont toujours vécu ces situations dont on voudrait résoudre les problèmes. Ce sont eux qui se dressent contre la personne. Qui se dressent contre la personne plein de bonne volonté. Combien de fois on n'a pas entendu? Même à l'époque du maréchal, moi j'étais à Bukavu. Les matériels, les armes qui ont été données aux militaires pour aller se battre, on vendait ça aux rebelles, on vendait ça aux groupes armés. Aujourd'hui, on est en train de prendre des décisions méticuleuses.
C'est-à-dire que même les auditeurs doivent être accompagnés les militaires. Dès qu'il y a quelque chose, on est suspect, on vous soumet, je sais pas, devant la justice. Ça n'a jamais existé. Donc, sincèrement, je suis en train de me poser la question, moi j'ai dit, et quand vous écoutez même les hommes politiques, oh là 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 là, quelle adolescence retardée. Ça c'est un danger public et de confier la République à des gens comme ça. Et ce sont les mêmes qui réclament même des postes. Moi je suis très désolé. Ils font des déclarations incantatoires de bas étage, comme pour démontrer que non, tu sais qu'il ne fait rien, il ne fait, etc. Et même le programme, le Premier ministre est entré hier, on n'a même pas encore commencé, n'est-ce pas? On tire déjà à boulet rouge. Alors, on ne connaît même pas les grandes lignes du programme. Mais on commence à évaluer le programme et que c'est zéro. Le programme d'hier, qui a un chronogramme de 3 ans, on vient de faire encore un jour. On est dans les remises-reprises, on dit non, c'est rien. Et voilà, ils ont présenté le programme, ils n'ont rien foutu. Merci, monsieur. Ça pose un problème de l'âge culturel de notre peuple. Adolescence. Et je demande sincèrement à la cellule de changement de mentalité, je me suis beaucoup, à la cellule de changement de mentalité, aux cours et tribunaux, toutes les structures de dissuasion, aidez, et vous les ONG, les églises, faites la conversion, travaillez pour soutenir l'action d'aujourd'hui. Parce que lorsque vous voulez que les différentes années ici, les 3 ans, que Félix Tshisekedi avec sa bonne volonté, encore qu'il n'y en a pas 2, parce que lui au moins il a un devoir de réversibilité vis-à-vis du tribunal de sa conscience, vis-à-vis de l'histoire politique de son parti, de son défunt père. Lui au moins peut pouvoir se poser la question sur les ridicules qui ne tuent pas. Je reviens à vous pour la conclusion. Non, je vous dirais sincèrement que même les églises, même les ONG, la société civile, les avocats, tout le monde, les administrations, il faut un moment de trêve. Soutenons l'action et nous allons nous en sortir. On devait aborder, sinon, cette question du registre d'appareils mobiles appelé RAM, mais nous continuons d'avoir notre petite enquête dessus et on va revenir sur ça. Maître Eli Kongolo Kalala, votre conclusion, 60 secondes. Johnny, en termes de conclusion, à ce qui concerne le premier thème ayant trait au travail, je voudrais ici réitérer, John, ma volonté de voir renaître l'État congolais. Il faut refaire l'État, il faut refaire une structure à même de prendre en charge. Il faut refaire l'État congolais. Exactement. Refonder l'État congolais. À même de prendre en charge nos vrais problèmes. Il faut remettre sur les rails. John, je vous ai dit que l'État, on ne sait pas le voir. Cette personne morale qui est une fiction juridique, qui a été créée par la volonté humaine, on les sent qu'à travers ces services, qu'à travers ces structures. Il faut remettre sur les rails les différents services de contrôle de l'État, les différentes structures de contrôle de l'État. Mon aîné en a évoqué ici. L'IGF par exemple, les différentes inspections générales. Il faut refaire l'administration. Une administration construite sur base du clientélisme. Vous avez déjà au sein de cette administration, il vous a dit avant les élections de 2018, l'effectif était d'autant. Et après cette élection, on est passé, je ne sais pas moi, de 800 000 à 1 million. Vous avez des gens dans cette administration qui ne sont pas à même ni de bien écrire, ni de bien lire. Alors que l'administration fait même l'État. Et donc ça a été fait à dessein pour museler et absorber justement l'État. Et quand l'État est absorbé, quand l'État est acquise à la cause des individus, quand l'État est individualisé, patrimonialisé, John, nous ne pouvions pas parler travail, nous ne pouvions pas parler développement, nous ne pouvions pas parler émergence. Merci. En ce qui concerne, John, très rapidement, l'état des sièges, la mesure d'état de siège telle que décrétée par le président de la République, conformément aux différentes dispositions constitutionnelles dont je vous ai cité tout à l'heure, nous devons, John, être de bonne foi et reconnaître qu'il y a un sérieux problème à l'Est et que nous ne pouvions pas, les administrations ne peuvent pas fonctionner de la même façon à Kinshasa comme à l'Est de la République. Merci. Il y a lieu de prendre des mesures adéquates qui s'imposent pour un laps de temps, mais pourvu que John,
à n'importe quel prix que la paix revienne. Même si ces mesures sont à l'est impopulaires. de la République. Monsieur Norbert Yamba, votre conclusion. Bon, le travail est la source de toute vie. Même dans la Bible, dite importée, c'est très clair que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, si ces écritures sont saintes, respectons. Mais écoutez, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Nous ne sommes plus à l'ère de poisson, nous sommes à l'ère de verseau. C'est la connaissance. Dieu nous a dotés de beaucoup de potentialités, que ce soit sur le plan minéral, que ce soit sur le plan agricole, forestier, hydrologique, etc., halieutique. Tout ça, nous avons des grandes potentialités. Alors maintenant, il faut mettre en place des moyens pour créer des entreprises, parce que les richesses sont produites par des entreprises. Et je salue le président de la République qui avait déjà annoncé la mise en place du fonds de garantie pour encourager les potentiels entrepreneurs. Je salue le président de la République qui a déjà annoncé la mise en place du fonds de développement rural. Et tous ces fonds vont aider à donner des moyens, bien entendu. Mais c'est justement ça. Ça sont des réponses à des problèmes. Aujourd'hui, on ne peut pas budgétivore. Non. Quand il y a un fonds de développement, ça veut dire qu'il y a des crédits qu'on doit donner. Il y a eu la banque de crédit agricole ici. Vous voyez, donc on a besoin de toutes ces décisions-là. Si on ne prend pas de décision, John, on n'ira nulle part. Et donc c'est dans ça que, encore que l'université devienne des laboratoires de production de technologies, il faut sortir de la répétition, il faut sortir de la récitation. Il faut que les universités s'organisent comme l'ISTAN, comme, je ne sais pas, toutes les facultés polytechniques, etc., qu'on nous aide. Encore là, il faut savoir comment les ancêtres vivaient, quel était leur génie, comment ils ont fabriqué la machette à l'époque. Nous avons besoin de ces génies-là pour qu'on puisse multiplier les machettes. On va même exporter les machettes. Prenez par exemple la route, c'est pas du Bac du Congo central. Vous trouvez des montants, de caillasses. Les Chinois sont en train de casser ça pour nous vendre, pour construire. Merci beaucoup. Pourquoi nous, on n'aurait pas des usines qui peuvent être cassées? Regardez, les oranges, les mandariniers, etc. Il n'y a même pas une petite industrie de jus. Salut au président, où il y a des petits bateaux de pêche. On va nous donner des poissons, on va fouiller le marché, on va trouver. Il y aura des petits vendeurs qui vont trouver véritablement des revenus. À ce moment-là, on va sortir de l'économie informelle, il faut formaliser de manière à construire une dynamique vers le développement. Merci beaucoup, Monsieur Norbert Yamba Choukou. C'était un honneur. Merci également, Maître Eli Kongolo Kalala. C'était à la fois un honneur et un plaisir. Merci, mon cher John. Merci surtout à vous. La rediffusion déjà, c'est mardi à partir de 11h. Retrouvez pièce contre pièce dans une nouvelle édition le lundi prochain à la même heure. Au revoir.